Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. Pendant une heure, nous allons tenter de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Au programme, ce soir, le conseiller en communication politique et ancien directeur de l'info de France 2, Jean-Luc Manot, est notre observateur de l'actualité. Nous lui demanderons en fin d'émission ce qu'il a retenu dans l'actualité politique de ce mois d'avril et quelle personnalité est au top et qui mérite un flop. Et comme chaque mois, nous vous offrons 2 sessions de Face à la bande dans un climat social toujours extrêmement mouvementé. Notre premier invité à 20h07 est le sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, Philippe Mouiller. Les Républicains sont-ils plus divisés que jamais? La réponse dans un instant avec Philippe Mouiller. Et à 20h27, c'est la vice-présidente du Rassemblement national et députée de la Gironde, Edwige Diaz, que nous recevons. Avec elle, nous reviendrons sur le mutisme de son parti pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités. Posez-leur des questions puisque vous êtes le 6e membre de la bande. Je relayerai certaines de vos questions. Et si vous nous écoutez en radio, nous sommes aussi en télé et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et on est en direct, évidemment. Et avant de commencer, qu'est-ce qui nous attend en ce mois de mai qui a déjà bien commencé? La réponse avec Quentin Leport. L'agenda politique. Bonsoir Quentin Leport. Bonsoir Benjamin. On commence avec un événement de politique internationale qui se tient demain au Royaume-Uni. Il s'agit du couronnement du roi Charles III à l'âge de 74 ans. Emmanuel et Brigitte Macron figurent parmi les 2000 convives à l'abbaye de Westminster où va avoir lieu la cérémonie à partir de 11h. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera également présente. Contrairement au président américain Joe Biden qui sera représenté par sa femme Jill Biden. La présence du vice-président chinois Han Zheng a fait l'objet d'un début de polémique. Certains parlementaires britanniques conservateurs ont critiqué son rôle dans la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Emmanuel Macron se rend lundi sur la tombe du soldat inconnu pour raviver la flamme, comme le veut la tradition, dans le cadre de la cérémonie anniversaire de la victoire de 1945. Certaines communes ne vont pas se contenter de commémorer l'anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Quimper dans le Finistère ou Saint-Sevé dans les Landes vont célébrer par la même occasion le 80e anniversaire du Conseil national de la résistance. Et mardi, les sénateurs étudient une nouvelle proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. Le but, encadrer l'influence commerciale et lutter contre les dérives des influenceurs. Cette loi vient en réponse à un grand nombre d'abus commerciaux et de dérives. Elles sont survenues sur les réseaux sociaux et ont été mises en lumière ces derniers mois. Dans son contenu, cette loi a plusieurs objectifs. Créer une définition juridique de l'influenceur commercial, donner une définition juridique aux agents qui gèrent la carrière des influenceurs et développer une sensibilisation contre la manipulation et les risques d'escroquerie en ligne. Le Parlement européen est en session à Strasbourg du 8 au 11 mai. Le premier jour de la session, les députés vont discuter notamment sur la façon de donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique. Pour ce faire, une meilleure protection contre les pratiques déloyales et de meilleures informations sont recherchées. Le 10 mai vont se tenir notamment les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le 11 mai, la question de la pêche va être évoquée. Les députés européens vont en parler dans le cadre d'une discussion commune intitulée Océan, biodiversité et pêche. L'enjeu, tendre vers la protection et la restauration des écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente. Le 14 mai, en Turquie, c'est jour d'élection avec le premier tour des législatives et présidentielles. Un scrutin crucial pour l'avenir du pays et pour sa place dans le monde. Le président Erdogan joue sa réélection et est au coude à coude dans les sondages avec son principal rival, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Ce dernier est soutenu par une large alliance d'opposition. Plus la date du vote approche et plus le pouvoir turc durcit son discours. Le ministre de l'Intérieur turc, Süleyman Soylu, est allé jusqu'à assimiler le vote pour l'opposition à un vote pour l'Occident. Un rapprochement éventuel avec l'Europe va se jouer lors de cette élection. Du 17 au 21 mai, le G7 se réunit pour un sommet à Hiroshima au Japon. Qui en a la présidence en 2023 ? Les dirigeants du sommet, le président du Conseil européen vont être présents. Le président de la Commission européenne va échanger avec eux sur leur vision des divers enjeux mondiaux. L'économie mondiale, les affaires régionales comme la question de Taïwan et de la guerre en Ukraine vont être au cœur des discussions. Le désarmement nucléaire et la non-prolifération nucléaire aussi. La sécurité économique et les problématiques liées au changement climatique, la santé et le développement devraient aussi tenir une place centrale dans les débats. Un meeting doit se tenir à l'initiative de la gauche anti-NUPS à la fin du mois de mai.
François Hollande, Bernard Cazeneuve, Nicolas Meyer-Rossignol et Jean-Christophe Cambadélis ont pour point commun d'appartenir à la gauche anti-NUPES. Après une réunion à huis clos le 22 mars dernier, l'heure est maintenant à un rendez-vous de plus grande ampleur. La date reste encore à définir. Eh bien, la date reste encore à définir. Merci beaucoup Quentin Leport. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. L'agenda politique. 20h06 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le conseiller en communication et ancien directeur de la rédaction de France 2, Jean-Luc Manot, est notre invité. Il est notre observateur de l'actu. Vous saurez ce qu'il retient de l'actualité politique de ce mois d'avril mouvementé. Avant ça, accueillons notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Philippe Mouillet, vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu depuis le 28 septembre 2014 au Sénat, réélu en septembre 2020. En 2021, vous êtes président de l'association de financement de la campagne de Valérie Pécresse. Il faut avouer que ça n'a pas été un franc succès. 2021, toujours, vous êtes désigné rapporteur de la proposition de loi sur des mesures de justice sociale, parmi lesquelles l'allocation adulte handicapé, la fameuse AAH, par la Commission des affaires sociales du Sénat. En 2022, vous votez non à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous arguez un problème juridique dans cette proposition d'amendement. Pendant la campagne pour l'élection du président des Républicains, vous affichez un véritable soutien à Bruno Retailleau. Et en février dernier, vous votez pour la réforme des retraites au Sénat, même si vous expliquez être resté sur votre faim. Vous portez un amendement voté sur le maintien à 55 ans de l'âge minimal de départ en retraite anticipée pour handicap. Et puis les Deux-Sèvres, où vous êtes élus, comprennent Sainte-Soline, le lieu d'implantation proposé de méga-bassines pour lesquels vous êtes favorable. Et vous êtes insurgé contre des actes de violence lors de la manifestation du 25 mars dernier. Philippe Mouillet, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Philippe Mouillet, Emmanuel Macron prévoit 100 jours pour renouer avec les Français. Qu'est-ce que vous attendez pour ces 100 jours ? Très franchement, je n'ai aucune idée. On a eu, pour moi, une opération de communication de sortie de crise du président de la République. On voit bien qu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont évoquées, mais quand je le traduis, moi, au niveau législatif, au niveau proposition portée au Parlement, je vois bien qu'aujourd'hui, on est avant tout dans une action de communication et que ça sert surtout avec une volonté d'apaiser et de lancer peut-être, relancer le mandat du président de la République. Voilà. Donc pour l'instant, clairement, je suis sur ma fin également. Vous n'avez aucune attente véritablement, parce que là, on voit, selon vous n'y croyez pas, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger de ces 100 jours ? Qu'est-ce que vous proposez avec les Républicains ? Alors, ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs préalablement à la réforme des retraites. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse enfin évoquer clairement le débat sur le pouvoir d'achat des Français, mais également tout ce qui concerne les débats autour des salaires. On a un vrai sujet de conférence sociale sur les salaires qui doit être mis en place au niveau national. C'est le débat aussi concernant... Il faut augmenter le SMIC, par exemple, c'est ça, Philippe Mouillet ? Ce sont les questions que vous voudriez avancer ? Le SMIC, c'est une rapidité qui a des incidences dans plein de domaines. C'est comment est-ce qu'on valorise d'une façon plus générale, certes les gens au SMIC, mais au-dessus même du SMIC, hein, comment est-ce qu'on revalorise les salaires au regard à la fois du coût de la vie, mais également aujourd'hui des évolutions des entreprises. Donc on a un débat global qui doit se traiter. Le SMIC, c'est rapide, mais ça a plein d'incidences négatives qui dépassent même le débat, l'enjeu du pouvoir d'achat. Donc c'est un travail beaucoup plus profond qui doit être porté. Donc travailler sur le pouvoir d'achat, mais pas forcément une augmentation du SMIC, on comprend. Est-ce que, en revanche, on peut quand même espérer que le parti Les Républicains, Philippe Mouillet, parle d'une seule voix aujourd'hui ? On a l'impression que le parti est particulièrement divisé aujourd'hui. Alors, il est divisé. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie de nos députés autour d'Aurélien Pradié qui a fait un choix différent au moment du vote du texte sur les retraites. Il y a quand même 200 parlementaires aujourd'hui qui sont sur la même ligne. Et bien entendu, la médiatisation, la communication était avant tout tournée autour des 20 députés qui ne sont pas aujourd'hui sur les mêmes sujets. Mais quoi qu'il en soit, nous avons nécessité de travailler sur le fond, de faire en sorte que nous ayons des propositions lisibles pour l'avenir. Vous comprenez quand même, Philippe Mouillet, que c'est pas un non-événement. Quand on a, comme vous dites, 19 députés LR qui ne suivent pas la consigne, ça fait quand même un député sur 3 à l'Assemblée nationale du Parti Les Républicains qui décide de ne pas suivre les consignes. Est-ce qu'il commence un peu à devenir un peu dérangeant, Aurélien Pradié ? Non, il peut gêner, mais en même temps, il est apporteur d'idées, il est apporteur d'un certain nombre de solutions. Donc je crois qu'il faut savoir écouter, dialoguer. Mais pareil. Mais c'est à se demander si c'est vraiment les idées des Républicains au final. Les autres médias
vous oubliez qu'il y a 140 sénateurs, les Républicains, et donc aujourd'hui, la base parlementaire est beaucoup plus large que les 19 députés. Vous dites quoi du coup à ces députés? Ils sont 19 à avoir suivi Aurélien Pradié, on pense à Raphaël Schellenberger par exemple, Pierre-Henri Dumont, qui ont voté la motion de censure, vous leur dites quoi? Je leur dis que, quelque part, ils sont cohérents au regard des sujets, la façon dont ils ont traité le texte depuis le début. Moi, je leur dis surtout qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble pour élaborer notre projet social et économique, de façon à on a des bases communes, des éléments fédérateurs qui sont beaucoup plus importants. Cette réforme a été portée avec une mauvaise méthode. Elle entraîne aujourd'hui des incidences fortes. Nous avons la capacité, nous, de travailler avec une méthode cohérente et surtout un véritable projet économique et social qui correspond aux besoins des Français. Mais aujourd'hui, un parti avec des membres qui défendent des choses aussi éloignées, Philippe Mouillet, qui dit autant de choses différentes, est-ce que c'est pas un parti qui ne dit rien au fond? Oui, c'est votre traduction. Est-ce que vous avez pris le temps de bien regarder l'argumentaire qui est porté par les 19 députés? Ils remettent en cause la méthode principalement, ils remettent en cause globalement la relation avec le pouvoir en place. Sur le fond du sujet économique et social, il n'y a pas autant de divergences. Voilà, donc je crois qu'il faut sortir des effets de communication. On a une position qui est entendue et bien à partir de là, on doit travailler en commun par rapport à ce qui nous relie. Et je crois que c'est là avant tout le sujet fondamental. On a parlé d'Aurélien Pradié, en disant, vous l'avez dit, qu'il pouvait être un peu gênant de temps en temps. Il affirme qu'il votera la proposition de loi du groupe Lyotte à l'Assemblée qui vise à abroger la réforme des retraites. Vous, si on vous comprend bien, vous ne voterez pas cette proposition de loi. Non, mais il est cohérent par rapport à sa position. Qui n'est pas la vôtre donc? Non, qui n'est pas la mienne, mais non, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la majorité présidentielle, elle est un peu en perte de vitesse. Les oppositions, comme la NUPES et le Rassemblement National, elles se renforcent. En revanche, Philippe Mouillet, on a les Républicains qui, eux, restent assez inaudibles finalement. Est-ce qu'il n'est pas plutôt temps aujourd'hui de choisir clairement un camp entre l'opposition et le soutien à la majorité? Je crois que le sujet est un peu différent. Notre ligne de conduite, pour nous, c'est l'intérêt de la France. Vous êtes on veut pas faire une référence pour ou contre Macron. Mais ça, absolument tous les partis peuvent le dire, l'intérêt de la France, Philippe Mouillet. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment? L'intérêt de la France, ça tout le monde peut le dire aujourd'hui en France. Tous les partis peuvent s'en revendiquer. Bien sûr, mais nous on le traduit par le fait de travailler texte par texte, position par position. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en référence de dire on est pour ou contre Macron. C'est pas notre débat. Il est le président de la République. Nous le combattons parce que nous sommes dans l'opposition, mais notre sujet à nous, c'est au fur et à mesure que les textes arrivent, en fonction de l'importance que nous accordons, nous les combattons ou nous les soutenons. Mais justement, aujourd'hui, comme vous le disiez, on a la NUPES qui arrive un peu à grandir, à se faire beaucoup de publicité avec la mobilisation. Le RN lui aussi grandit. Vous, aujourd'hui, cette stratégie, visiblement, elle ne fonctionne pas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet pour la suite ? Non, parce que c'est toute la différence entre la communication et le travail de fond. Vous savez, c'est pas la même chose de taper sans arrêt sur des idées, de faire de la com, de mobiliser des antis, que de faire un vrai projet pour la France. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, les oppositions s'expriment de façon diverse et variée. Il y aura le temps de la construction et du projet pour la France. Philippe Mouillet, merci. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Restez bien avec nous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. C'est dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit d'Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement National. Posez vos questions à Edwige Diaz sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG Média. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Philippe Mouillet, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. La première question vous est posée par Raphaël Bardona et elle concerne les méga-bassines. Vous qui êtes sénateur des Deux-Sèvres, vous vous êtes insurgé contre les actes de violence qui ont émaillé de la manifestation non autorisée le samedi 25 mars à Sainte-Soline. Vous avez apporté votre indéfectible soutien aux forces de l'ordre pour leur engagement. Un des manifestants est encore aujourd'hui dans le coma après cette manifestation. Quand vous voyez ça, Philippe Mouillet, vous ne vous dites pas que l'usage de la force a peut-être été disproportionné de la part des forces de l'ordre? Je crois, alors moi j'étais un témoin sur place, donc j'ai vécu les choses. Et je crois d'une façon générale, il y avait un rapport de force qui était terrible des deux côtés. Mais
aujourd'hui, les organisateurs de la manifestation qui savaient pertinemment quels étaient les membres qui composaient la volonté de violence, eh bien, ont une part de responsabilité forte. Je regrette que la personne ait été blessée, mais je crois qu'à un moment donné, les forces de l'ordre étaient en légitime défense. J'ai vu les armes, j'ai vu l'arsenal qui a été utilisé par les manifestants, et donc aujourd'hui, je regrette d'une façon générale cette situation, quelles que soient les idées qu'on peut avoir sur le sujet. La façon dont ça s'exprime par la violence est extrêmement dangereux, et c'est d'ailleurs très inquiétant en matière de démocratie d'avoir vécu cette phase-là. Voilà. Mais aujourd'hui, les forces de l'ordre avaient besoin d'être soutenues. Moi, je pense aux jeunes que j'ai rencontrés, les jeunes militaires qui n'avaient pas signé pour de la violence de telle façon. Je crois réellement, on est aujourd'hui sur un acte qui a été très loin en matière de réaction et de violence. Philippe Mouillet, on poursuit sur ces questions de violence, et c'est une question qui vous vient de Quentin Leport. Philippe Mouillet, de nombreuses violences sont survenues lors des manifestations contre la réforme des retraites, 406 policiers blessés et 61 manifestants le 1er mai, disent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Que proposez-vous chez les Républicains pour que ce climat de violence en manifestation cesse ? Je crois que d'abord, il y a deux sujets. Le premier sujet, il est en lien finalement avec ma intervention, c'est qu'il faut remettre les gens autour de la table pour discuter des véritables sujets. Le point essentiel, c'est la réforme des retraites. Au-delà de ceux qui combattent les 2 ans supplémentaires, c'est aussi une goutte d'eau sur un malaise généralisé en France pour lequel le gouvernement a une part de responsabilité qui est forte. Et je crois qu'il faut remettre les acteurs autour de la table, remettre les partenaires sociaux autour de la table sur l'enjeu fondamental qui est aujourd'hui la capacité à vivre en France, avoir un vrai salaire décent et quelque part le partage aussi, le partage de la richesse. Donc je crois que il faut remettre les gens autour de la table pour le dialogue. C'est la seule solution pour envoyer un message positif autour aujourd'hui d'un vrai débat qui doit se retrouver, et puis gérer, je dirais, les black box, parce que la violence, c'est pas les manifestants, c'est pas tous les gens qu'on voit dans la rue, c'est une minorité, certes très violente, pour laquelle il faut régler le problème en matière d'arsenal juridique et en matière de réactivité policière. Voilà. Donc il y a bien 2 sujets, le débat, le dialogue, qui est nécessaire. Il faut retrouver de la sérénité. Ça, c'est essentiel. Et donc, le gouvernement doit donner... On a bien compris, Philippe Mouillet. On reste en France. Cette fois-ci, direction Adrien Hardy, qui va nous parler de la réforme du lycée professionnel. Gratification des stages, révision de la carte des formations, objectif 0 décrocheur. Ce sont les grands points de la réforme du lycée professionnel présentée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, d'abord, ce qui est bon à prendre, c'est l'objectif à atteindre. Faire en sorte que les formations soient adaptées sur un territoire aux emplois potentiels qu'on peut trouver. Moi, je suis dans une région où ici, les entreprises partout cherchent des employés, cherchent des salariés. Et malheureusement, les formations qui sont délivrées localement correspondent pas forcément aux besoins de nos entreprises. Donc, je crois que cet objectif est intéressant. Après, le vrai débat, c'est que ça intervient à une période où on a retiré aux régions cette capacité de travailler sur les formations, sur les lycées. Voilà. Et donc, il faut avoir de nouveau une capacité à mettre les acteurs réels autour de la table. Donc une bonne intention, mais beaucoup d'inquiétude sur la méthode et surtout sur la capacité de faire en sorte que les lycées professionnels évoluent autour de ces besoins. Comment on les accompagne, avec quels moyens, comment on intègre les enseignants en place. On a encore beaucoup de questions autour de tout ça, mais l'objectif, en tous les cas, est un objectif, à mon avis, qui me semble bon, sur lequel il faut arriver à des résultats. Philippe Mouillet, la prochaine question est une question qui vous est posée par Axel Reybaud et elle concerne le candidat que vous aviez à l'origine. Je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne Bruno Retailleau. Pour Bruno Retailleau, l'interdiction administrative de manifester est plus que jamais nécessaire. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, Philippe Mouillet, de donner à l'État le droit de choisir qui a le droit de manifester ? Alors, résumer comme vous le faites d'une seule phrase, la réponse est oui, c'est dangereux. Dès lors qu'on rentre dans le texte, qu'on définit les cas de figure dans lesquels cette action peut être menée, eh bien, ça vient relativiser et ça vient apporter du poids. Le vrai débat, on l'a évoqué. Aujourd'hui, regardez le niveau des manifestations, le niveau de violence des manifestations. Pour n'importe quoi. Aujourd'hui, n'importe quel projet peut entraîner des manifestations violentes. N'importe quelle, idée peut apporter. Donc, il faut à un moment donné que l'État et que les acteurs de la sécurité aient un outil adapté pour faire en sorte que on puisse conserver le droit d'expression, le droit de grève, le droit de manifester, mais en même temps limiter l'impact des violences qu'il peut y avoir au cours des manifestations. Philippe Mouillet, on reste sur les violences policières. Cette fois, c'est la question qui nous vient d'une auditrice qui s'appelle Zoé et qui se demande: est-ce que vous donnez raison à l'ONU qui critique la France sur les violences policières ? Alors,
de nouveau, je connais beaucoup d'interventions de l'ONU sur un certain nombre de sujets dans ces critiques. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai vécu sur le terrain les situations et je crois que nos forces de l'ordre ont besoin aujourd'hui d'être soutenues. Le jour où dans une société on soutient plus les forces de l'ordre, eh bien ça veut dire qu'on crée l'anarchie. C'est peut-être ce qui est recherché par un certain nombre d'acteurs et c'est la fin d'une société. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui le vrai débat, c'est pas d'écouter l'ONU, c'est comment on respecte le droit, comment on se respecte le droit à la fois pour les gens pour manifester, mais également les droits pour les forces de l'ordre de pouvoir faire en sorte que les citoyens soient en sécurité. Philippe Mouillet, on aborde le projet de loi immigration avec Quentin Leport. Philippe Mouillet, après le recul de l'exécutif sur le projet de loi immigration, les Républicains vont déposer un texte pour limiter les flux migratoires. Comment ce texte va s'articuler ? Alors bon, là, il faut qu'on travaille sur le sujet de façon plus précise. D'abord, il y a une action politique qui est forte, c'est que nous pensons que c'est un sujet qui est un sujet urgent, qui doit être mis sur la table. Et le recul du gouvernement sur cette problématique-là, peut-être par crainte de ne pas trouver de majorité à l'Assemblée nationale, est pour nous extrêmement fâcheux. Donc, il y a d'abord un acte politique de pouvoir porter, dire voilà, nous les Républicains, nous assumons ce sujet-là, et donc nous voulons que ça soit un vrai point d'actualité. Ensuite, c'est tout le travail de à la fois comment est-ce qu'on maîtrise notre immigration, comment on fait en sorte que ceux qui n'ont pas à être sur le territoire national puissent être reconduits, mais en même temps, comment on met en place des outils réels d'intégration. Comment on fait, Philippe Mouillet, du coup ? On a un texte qui doit être équilibré, à la fois qui doit être, je dirais, ferme sur nos intentions de limiter l'immigration non choisie. Donc, c'est tout le débat que nous avions également sur la capacité d'ouvrir, de faire des orientations, tout en gardant en parallèle l'esprit de la France qui est de pouvoir accueillir ceux qui sont en danger dans leur territoire. Voilà. Merci beaucoup Philippe Mouillet, c'est la fin du temps imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Philippe Mouillet, je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, deuxième salve de Face à la bande, et cette fois c'est du côté du Rassemblement National et du Palais Bourbon que nous allons, puisque nous recevons la députée Edwige Diaz, et il y a 2 mois nous étions pendant 9 jours installés au Salon de l'Agriculture, et si vous avez raté les interviews que nous avons réalisées de Brice Hortefeux, Émeric Caron, Geneviève Darrieussecq, Jordan Bardella ou encore de l'ancien président de la République François Hollande, direction la chaîne YouTube de MRG Média, et si vous n'avez pas YouTube, vous pouvez aller directement sur notre site www.radio-mrg.com. Et avant de retrouver notre deuxième invité, il est belge et il a fait un retour en 2013 avec un extrait de son album qui a été un énorme carton, Racine Carrée. C'est Ave Césaria de Stromae et c'est sur MRG Hits Online. Chaque mois, retrouvez 20h, l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. 20h28 sur MRG Hits et MRG TV, toujours en direct en radio et en vidéo. 20h l'invité, c'est le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG Média. Et chaque mois, nous recevons 2 invités politiques pour leur poser toutes les questions sans langue de bois et sans détour et de manière très simple. Et toutes vos questions à vous, chez vous, vous pouvez les poser avec le hashtag MRG Média. Et justement, confrontons la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Edwige Diaz, vous êtes députée Rassemblement National et vice-présidente du parti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au départ, vous étiez encarté à l'UMP pendant 1 an. Vous avez même voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 parce que, et c'est vous qui le dites, vous avez aimé l'idée du Karcher. Vous expliquez avoir voté Marine Le Pen en 2012 et vous êtes encarté au sein du FN à l'époque en 2014 suite à un meeting pour les européennes en Corrèze. Vous devenez responsable départemental en 2016 et 2 ans plus tard, vous rejoignez le bureau national. En 2021, vous entrez dans le cercle proche de Marine Le Pen puisque vous faites partie du bureau exécutif cette fois. Une ascension fulgurante mais avec quelques défaites tout de même. En 2017, vous vous présentez aux législatives en Gironde. Vous êtes battu par une candidate LREM. Vous échouez également lors des municipales de 2020 à vous emparer de la ville de Saint-Savin. Et depuis le 19 juin 2022, vous êtes député de la 11e circonscription de Gironde, élu avec 58,70% des voix. Et à côté de ça, vous partagez une autre passion avec Marine Le Pen, pas que la politique, celle des chats, puisque vous en avez 5. À une époque, vous dites même que vous avez dû vous déclarer comme éleveuse. Edwige Diaz, pour débuter Face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud qui ouvre cette première partie.
Edwige Diaz, contre la réforme des retraites, vous dites aux Français qu'il reste une alternative, le bulletin de vote. Le projet de Rassemblement national, du coup, pour les 4 prochaines années, qu'est-ce que c'est ? C'est ne plus rien faire du tout ? Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Oui, en effet, nous appelons les Français à ne pas se résigner, mais je voudrais toutefois rappeler que au Rassemblement national, nous avons été à notre poste durant tous ces débats sur la réforme des retraites, puisque je le rappelle, nous avons déposé une motion référendaire. Nous avons voté toutes les motions de censure proposées par tous les groupes politiques. Nous avons également saisi le Conseil constitutionnel. Et maintenant que le Conseil constitutionnel a douché tous les espoirs d'annulation de cette loi, eh bien, nous avons non seulement déposé une proposition de loi visant à faire revenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, et nous envisageons de voter la proposition de loi déposée par un petit groupe indépendant à l'Assemblée nationale qui s'appelle le groupe Lyotte, qui dans le cadre de sa niche parlementaire du 8 juin prochain devrait déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Tout ça Edwige Diaz, c'est exact Edwige Diaz, mais c'est pas ma question. Aujourd'hui, votre projet, à part voter potentiellement pour la motion de la proposition de loi du groupe Lyotte, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Notre proposition de loi, qui sera peut-être similaire en plusieurs points avec celle du groupe Lyotte, et en fait, si vous voulez, les événements vont étape par étape. Voilà, nous, au moment de la présidentielle, nous avons proposé un sujet sur la retraite. Les Français ont voté et ont décidé d'élire Emmanuel Macron et avec sa réforme des retraites. Là, je pense surtout à l'extrême gauche ou aux syndicats qui ont voulu faire barrage au Rassemblement national et qui ont du coup fait élire Emmanuel Macron. Donc, chaque chose en son temps. En 2022, nous avons proposé un projet alternatif aux Français. En 2023... Mais donc, aujourd'hui, Edwige Diaz, vous misez tout sur une hypothétique victoire de Marine Le Pen en 2027, mais d'ici à 4 ans, cette réforme, elle aura déjà fait effet pour des millions de Français. Ceux qui auront 64 ans en 2027, vous ne proposez rien pour eux concrètement. C'est que nous sommes respectueux des principes républicains de notre pays, et il y a eu une élection présidentielle et nous respectons le vote des Français, nous respectons le vote qui a eu lieu, et nous disons aux Français voter, ça a de l'importance, il ne faut pas prendre ce droit à la légère, parce que quand on vote, ça a des conséquences, et c'est pour ça que nous leur disons, vous connaissez notre programme présidentiel en matière de réforme des retraites, donc nous vous demandons de nous faire Edwige Diaz, vous ne répondez pas à ma question actuellement. Là, vous dites encore et encore, vous êtes respectueux du choix en 2022 et vous appelez les Français en 2027. Mais aujourd'hui, vous êtes député, vous êtes parlementaire. Votre travail, c'est aussi d'être dans l'opposition donc au projet d'Emmanuel Macron. C'est ce pourquoi vous avez été élu. Vous dites non, on ne fera rien jusqu'à 2027. C'est pas ce que je vous dis. Je vous ai démontré que nous n'avons pas rien fait, même depuis que nous avons été battus à la présidentielle. Je ne vous parle pas de ce que vous avez fait avant. Je vous parle maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez actuellement pour les Français ? Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Si, je vous l'ai dit, je vous ai dit, dépôt d'une proposition de loi visant à revenir sur la réforme des retraites, sauf qu'il ne vous aura pas échappé que c'est pas nous qui décidons quand est-ce que les textes sont proposés à l'Assemblée nationale, mais si jamais le gouvernement décide enfin d'entendre les Français et les parlementaires et de revenir sur cette réforme des retraites, nous lui avons proposé donc ce qu'on appelle une proposition de loi clé en main. Donc ça, c'est ce que nous avons fait avant-hier, donc vous voyez, c'est tout récent, et dans le cas où le groupe Lyotte déposerait une proposition de loi et la présenterait à son ordre du jour à l'occasion de sa niche parlementaire, nous allons voter en faveur de cette loi. Donc vous voyez les choses, moi je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas ce que le gouvernement va nous sortir, je ne sais pas ce que les uns et les autres vont nous sortir. On comprend bien Edwige Diaz. J'aimerais parler un peu de la mobilisation avec vous Edwige Diaz. Le Rassemblement national, il se félicite aujourd'hui d'avoir conquis un électorat ouvrier, de défendre les travailleurs qui sont dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit jamais dans la rue à leur côté justement ? Parce que chacun a son poste. Quand vous êtes... Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, parce qu'il y a un certain nombre de nos parlementaires qui ont participé aux manifestations. Nous avons salué l'immense majorité des manifestants qui ont défilé... Vous pensez auquel parlementaire Rassemblement national a participé aux manifestations ? Il y en a eu plusieurs, il faut aller voir sur les réseaux sociaux. Là, le dernier qui me vient en tête, c'est par exemple Jérôme Buisson.
Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes à nos postes. Certains de mes collègues vont dans les manifestations, mais nous sommes avant tout élus pour participer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas aussi le travail de Marine Le Pen et du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, d'appeler formellement tous les électeurs Rassemblement national à aller manifester? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas, eux? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait vous me coupez à chaque fois que je parle, donc s'il vous plaît merci de bien vouloir me laisser terminer mes phrases. Mais parce que vous répondez pas tout à fait aux questions. Si je réponds, mais je contextualise une vision très parcellaire et je doute que c'est cette vision-là que vous voulez communiquer. Bah oui, mais si, vous dites où vous y êtes, oui ou non, voilà. Donc maintenant, je vous réponds parce que je recontextualise, parce que la vie politique va très vite. Le temps file. Et ça peut être difficile à comprendre pour les gens. Allez-y. Donc, quelle était votre question? Je voulais savoir pourquoi est-ce que Jordan Bardella et Marine Le Pen, eux, n'appellent jamais formellement à manifester? Parce que ce ne sont pas des présidents de syndicats. Parce que l'un est président du premier parti d'opposition de France et l'autre est la présidente du premier groupe parlementaire d'opposition de France. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Chacun ça n'empêche pas Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon à appeler à manifester, eux. Oui, mais eux, ils confondent leur rôle, précisément. Et je vais vous donner un exemple. Au moment du début des débats sur la réforme des retraites, il y a un article symbolique, puisque c'était l'article liminaire de la proposition de loi, du projet de loi sur la réforme des retraites. Eh bien, nous aurions pu, si toutes les oppositions avaient été présentes en hémicycle, nous aurions pu faire tomber cet article liminaire. Parce que cet article liminaire n'est pas passé à une quinzaine de voix et il y avait une trentaine de députés, la France Insoumise, qui ont préféré aller manifester dans la rue. Et donc en offrant une victoire supplémentaire à Emmanuel Macron. Donc vous voyez, voilà, chacun a son poste. Il n'en reste pas moins que beaucoup de nos cadres, de nos élus, de nos adhérents sont dans les cortèges et nous les en félicitons parce que l'opposition à cette réforme des retraites. Merci. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national de la Gironde. Restez bien avec nous. On se retrouve très très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, vous allez retrouver le conseiller en communication politique Jean-Luc Manot qui ce soir est notre observateur de l'actu. Nous lui demanderons ce qu'il a retenu du mois d'avril. Avant ça, la bande est prête, c'est parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Edwige Diaz. Je rappelle que vous êtes députée RN de la Gironde et vice-présidente du parti de Jordan Bardella. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes, Quentin Leport, Adrien Hardy et Axel Rebaud. La première question vous est posée par Raphaël Bardena et elle concerne votre ascension fulgurante au sein du Rassemblement national. Au sein même de votre parti, vous êtes surnommé l'étoile montante. Vous êtes la première membre du RN à avoir été élue députée en Gironde. Vous avez quoi comme ambition future, Edwige Diaz, présidente du RN, peut-être candidate de votre parti à une élection présidentielle? Non, pas du tout. Je vous remercie pour ces compliments. Moi, vous savez, je suis une militante. Je suis tous les week-ends sur le terrain. Je distribue les tracts sur les marchés. Et Marine Le Pen et Jordan le savent, je me tiens à leur disposition pour assurer des fonctions du mieux que je peux dans les catégories qui me demanderont, dans lesquelles ils me demanderont de siéger. Donc, pas plus haut que député. Vous voulez rester donc sur le terrain à l'Assemblée? Vous savez, j'ai 35 ans, je suis députée, vice-présidente du premier parti de France, présidente du groupe au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc autant vous dire que je suis une femme politique heureuse. Edwige Diaz, vous l'avez dit, vous êtes l'une des cadres du Rassemblement national et justement, on a une question qui vient d'Instagram et qui vous est posée par Olivier qui se demande si Marion Maréchal venait frapper à la porte du Rassemblement national, est-ce que vous l'accepteriez personnellement à bras ouverts? Je crois que ça n'est pas dans ses intentions, donc je me garderai bien de faire de la politique fiction. Mais si tel venait à être le cas, est-ce que vous prononceriez pour qu'il intègre le Rassemblement national? C'est un avis personnel que je vous demande. Écoutez, d'abord je pense que je l'entendrai sur ses motivations. Voilà, je pense que c'est un préalable. Mais après voilà, si jamais, je connais pas personnellement Marion, mais je pense que si jamais c'était ce qu'elle souhaitait, je pense qu'elle a le numéro de téléphone de Marine Le Pen. Edwige Diaz, merci d'avoir répondu à la question d'Olivier. La prochaine question vous est posée par Axel et elle concerne la crise migratoire en Italie. 42 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie depuis le début de l'année. Ils étaient seulement 11 000 l'an dernier sur la même période. Voter pour l'extrême droite, ça n'a pas l'air de ralentir l'immigration en Italie. Pourquoi est-ce que ça la ralentirait en France ?
Alors déjà, je refuse totalement l'accusation d'extrême droite qui vise clairement à discréditer notre action. Moi, je pense que l'Italie ne peut pas faire face seule à la crise migratoire à laquelle est confrontée l'Union européenne. Je pense qu'il faut que l'Union européenne se saisisse de ce sujet. Par exemple, l'agence Frontex doit arrêter d'être une agence d'accueil de migrants. Et je pense aussi qu'il faut qu'en France, nous coupions les pompes aspirantes. Parce qu'en fait, les migrants passent par l'Italie pour la plupart pour arriver en France parce qu'ils savent que nous avons un système social très généreux. Or, nous, au Rassemblement national, nous considérons que nous devons appliquer la priorité nationale et donc nous lancerons un signal fort à ces candidats à l'immigration et nous leur dirons, avec nous, vous n'aurez aucune chance d'être régularisés, donc passez votre chemin, ne vous arrêtez pas en France. Edwige Diaz, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy. Elle concerne l'écologie cette fois-ci. Le Conseil national de la transition écologique a indiqué jeudi 4 mai que la France devait se préparer à un réchauffement climatique qui irait jusqu'à 4 degrés Celsius en métropole. Quelles sont les mesures proposées par le Rassemblement national pour empêcher ça ? Alors nous, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait publié un livret qui s'appelle « Aime l'écologie » et qui est toujours disponible sur le site du Rassemblement national. Pour vous donner quelques exemples de manière très synthétique, parce qu'évidemment, je ne peux pas vous résumer le programme du RN en matière d'écologie en 30 secondes, je dirais que nous sommes favorables au localisme, au juste échange, qui est en totale contradiction avec le libre-échange, la mondialisation, qui sont des pratiques qui sont très génératrices d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Edwige Diaz, le référendum d'initiative citoyenne est quelque chose qui vous parle au sein du Rassemblement national. Et justement, Quentin Leport a une question pour vous sur ce sujet. Edwige Diaz, le RN veut que le référendum d'initiative citoyenne soit instauré pour permettre une véritable expression populaire. Vous trouvez qu'aujourd'hui notre démocratie bat de l'aile ? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui n'écoute pas les Français. On s'est rendu compte avec la décision du Conseil constitutionnel que ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le RIP, le référendum d'initiative partagée, malheureusement est difficilement applicable. Et le problème, c'est que entre deux élections, les Français ne peuvent pas suffisamment s'exprimer. C'est la raison pour laquelle, oui, au Rassemblement national, nous sommes favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne porté par les Gilets jaunes, qui vise à déclencher un référendum dès lors que 500 000 signatures sont recueillies. Edwige Diaz, nous partons maintenant en Russie suite aux accusations en tentative de meurtre sur Poutine par le Kremlin. Et c'est une question sur ce sujet donc qui vous est posée par Raphaël Bardona. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir ciblé le Kremlin à l'aide de 2 drones dans la nuit du 2 au 3 mai. Volodymyr Zelensky a réfuté cette accusation. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine a vraiment tenté d'assassiner Vladimir Poutine ou c'est juste un coup politique de la Russie ? Écoutez, je n'en ai aucune idée parce que je suis évidemment pas dans les petits papiers. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que en matière de guerre, elle n'a que trop duré. On n'entrevoit pas une désescalade de la violence et on s'enlise au contraire dans une surenchère des provocations, ce qui a de quoi faire craindre le pire à la population européenne et mondiale. Comment on l'arrête alors cette guerre ? Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ça fait plus d'1 an que Marine Le Pen propose de mettre en place une grande conférence pour la paix. Et donc, en fait, c'est une réunion diplomatique pour repartir vers l'apaisement parce que dans cette guerre, personne n'a rien à y gagner et encore moins les Français. Edwige Diaz, on reste sur ce sujet qui concerne l'Ukraine et cette fois, ce sont les groupes Wagner avec Adrien Hardy. Des députés français veulent classer la milice Wagner comme organisation terroriste. Le 29 novembre 2021, les députés européens RN ont voté contre une résolution condamnant cette même milice pour crime de guerre. Wagner est-elle une organisation terroriste, oui ou non ? C'est vrai que c'est assez compliqué à déterminer parce qu'on entend tout et son contraire. Moi, j'attends avec impatience de lire ce qui va nous être proposé au Parlement et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Donc pour l'instant, vous n'avez pas d'avis ? Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on a entendu tout et son contraire. Donc je voudrais avoir des informations plus précises avant de me positionner sur un sujet éminemment important parce que comme je vous l'ai dit, je ne veux pas alimenter cette surenchère et moi, ma priorité, c'est qu'on arrête cette guerre et qu'on retrouve la paix. Edwige Diaz, nous restons avec Adrien Hardy très rapidement et la question suivante concerne les propositions au niveau de la santé de la part du Rassemblement national. Très rapidement. Tous les présidents de la 5e République sont passés à côté du secteur de la santé qui souffre depuis de très nombreuses années. Comment le Rassemblement national compte le sauver ? Très rapidement.
Donc là, pareil, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, d'autant plus qu'en zone rurale, nous subissons de plein fouet la désertification médicale. Donc là, une fois de plus, je vous renvoie au livret qui s'appelle Aime la santé, disponible sur le site du Rassemblement national. Mais clairement, nous voulons supprimer le numerus clausus. Nous voulons demander aux médecins de commencer leur vie professionnelle d'abord dans la ruralité, d'abord là où il y a des déserts médicaux. Et ensuite, nous voulons procéder à une simplification administrative et avec une tarification qui dépendra de l'endroit en fonction de là où s'installe le médecin. C'est-à-dire, si vous êtes dans un désert médical, vous avez une revalorisation de vos tarifs et ça se fait automatiquement parce que les médecins doivent soigner les patients et ne doivent pas perdre du temps à faire de la paperasserie. Edwige Diaz, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national de la 11e circonscription de Gironde. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, nous retrouverons l'Observatoire de l'actu avec l'ancien directeur de la rédaction de France Soir et ancien PDG de BFM Jean-Luc Manot. Et si vous voulez retrouver tous nos anciens observateurs de l'actu, Jean-Michel Apathy, Bruno Jeudi, Emmanuel Soufi ou encore Yves Tréhard et Franz-Olivier Gisbert, ça se passe sur la chaîne YouTube de MRG, MRG Média ou sur notre site internet www.radio-mrg.com. Et avant de retrouver Jean-Luc Manot, il a gagné la Star Academy, pas Jean-Luc Manot, et contrairement à beaucoup, il a réussi à s'en sortir sans chanter. C'est Moziman avec Dancing on My Own et c'est tout de suite sur MRG Hits. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. On est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver le replay de cette émission en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube très très vite. Et direction notre chaîne YouTube pour retrouver l'entretien exclusif que nous a accordé l'ancien président de la République, François Hollande. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Jean-Luc Manot. Vous êtes ancien directeur de la rédaction de France Soir et ancien PDG de BFM. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc Manot, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué tout au long de ce mois d'avril ? Bon, évidemment, c'est pas très original. Ça va être la situation sociale, la crise sociale dans le pays, avec une évolution qui est assez marquante. Le premier élément, c'est sans doute le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, a tenté de reprendre l'initiative avec une série d'annonces qui fait qu'aujourd'hui, il est plutôt au cœur de l'actualité. Ça ne veut pas dire qu'il convainc. L'impopularité est extraordinairement forte, mais ça veut dire qu'il a réussi à reprendre dans une certaine mesure l'initiative, puisque si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé il y a encore 3 semaines, 1 mois, les caméras de télévision, les micros de radio étaient autour de l'intersyndicale pour savoir quelle était l'initiative qu'ils allaient prendre dans la période qui allait venir. Et là, aujourd'hui, on s'interroge sur les initiatives que prend le président de la République. La réforme des lycées techniques, les initiatives sur les questions de la transition écologique. Donc, dans une certaine mesure, il a repris la main. C'est évidemment insuffisant pour reconquérir l'opinion publique, mais c'est déjà en termes de communication et de stratégie un événement nouveau dans la dernière semaine. Et pour vous, c'est une réussite parce que je rappelle que vous êtes désormais conseiller en communication politique. Est-ce que vous trouvez que Emmanuel Macron réussit sa sortie de crise ? Non, on ne peut pas dire qu'il a sorti la sortie de crise, d'autant plus qu'on n'est pas totalement sorti de la crise. Mais en tout cas, il a imaginé une stratégie avec la volonté de tourner la page. Il nourrit la page suivante. Ça ne veut pas dire que la page ancienne est totalement tournée, mais ça veut dire qu'en tout cas, aujourd'hui, on peut discuter, les gens, le peuple français, la population, discute des propositions qu'il fait sur un certain nombre de sujets. Et donc, au moins, le débat est partagé. Il est partagé entre l'ancien, qui est la crise sociale, qui est la question des retraites, et d'autre côté, il y a eu un débat qui se mène sur un certain nombre de propositions. Sur le fond, il reste la crise démocratique, ce qui a été dit par beaucoup de gens, et qui est très juste, c'est que on voit bien qu'on est dans un pays qui vit une situation
de crise démocratique, avec un doute sur la capacité des institutions à remplir leur rôle, avec une défiance à l'égard des élus, de l'Assemblée nationale, du Sénat, et qui a une vraie difficulté encore aujourd'hui sur cette question démocratique. Jean-Luc Manot, quelle est pour vous la personnalité politique qui était au top au mois d'avril ? Alors au mois d'avril, je pense que la personnalité la plus marquante, c'est le secrétaire général de la CFDT, parce que je pense qu'il a été, il a montré la capacité d'être à la fois radical dans des positions de refus de la réforme des retraites, d'être très 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 ferme sur un certain nombre de sujets, et en même temps d'accepter l'ouverture au débat sur d'autres sujets, car l'idée que la France n'a comme seul sujet que la question des retraites est absurde. C'est une question évidemment importante pour beaucoup de gens, mais il y a des questions, il existe des questions multiples. Et Laurent Berger, là-dessus, qui vient de quitter la direction de la CFDT, vient de le faire de manière assez magistrale, en montrant qu'on pouvait être à la fois radical dans l'opposition et réformiste dans la prospective. Jean-Luc Manot, c'est donc Laurent Berger qui est votre personnalité politique au top, et qui est-ce que vous adresseriez cette fois-ci un flop ? Mais le flop, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à transformer n'a pas réussi à transformer le mouvement social en mouvement politique. C'est-à-dire que la NUPS et les filles en particulier n'a pas réussi à transformer en intention de vote le mouvement social. En général, quand il y a un mouvement social, ça profite à la gauche, c'est son terrain, c'est le terrain de la gauche et de la gauche la plus radicale. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien que électoralement, tout ça bénéficie plutôt au Rassemblement national de Marine Le Pen. Et donc, il y a une situation globale qui est assez défavorable à la NUPS. On le voit encore avec les débats qui ont eu lieu dans les dernières 48 heures, où la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, finalement, contribue à affaiblir ce mouvement de la gauche rassemblée dans la NUPS. Finalement, Jean-Luc Mélenchon fait la démonstration qu'il est assez atypique, finalement, qu'il est le créateur de la NUPS et qu'il en est aujourd'hui le pire ennemi. Merci beaucoup Jean-Luc Manot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication politique. Merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité politique pour nous. L'Observatoire de l'actu. Le 7e numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à nos invités d'être intervenus sur notre antenne. Le sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, Philippe Mouillet, et la vice-présidente du Rassemblement national et députée de la Gironde, Edwige Diaz. Merci également à Jean-Luc Manot qui était à l'instant notre observateur de l'actu. Et un grand merci aussi à vous, la bande, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Et Raphaël Bardena, justement, que vous retrouvez dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. C'est un petit peu la même que celle que je viens d'évoquer. Même totalement la même. Mais non, puisqu'il y a quelqu'un qui s'en va et un autre qui rentre. Voilà, mais on va pas balancer les noms. Et justement, dans votre émission, le 27 avril, Fabrice Schlegel, ex-membre des Gilets jaunes, interpellait Emmanuel Macron lors d'un déplacement impromptu dans la ville jurassienne de Dole. Il est votre invité, Raphaël Bardena, ce soir. Et également Michael Jérémiaz, champion paralympique de tennis et consultant tennis pour France Télévisions. Il sera dans l'Open Zone ce soir. Quant à moi, je vous dis au revoir en musique avec Try de Pink. C'est pas du tout ça. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de 20h l'invité en direct, bien évidemment. Et c'est C2C avec Happy sur MRG Hits Online.